Approchez, approchez, avancez-vous, ameutez-vous et suivez-nous. Depuis 150 ans, nous arpentons les routes, venant par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre pour conter l'histoire oubliée des mourants formidables. Approchez, approchez. Mesdames, messieurs, si vous êtes conséquents, si vous êtes sincères, vous reconnaîtrez non plus seulement que la paix entre les nations est incompatible avec la monarchie, mais que la paix des nations elle-même et la moralité publique sont incompatibles avec l'existence des aristocraties. Et vous ajouterez à votre titre cet autre dogme révolutionnaire, l'égalité, que vous négligez à tort. Car la liberté ne saurait exister sans elle, pas plus qu'elle ne saurait exister sans la liberté. Notre dogme à nous vient du Sinaï de la grande révolution, grande parce qu'elle fut révélatrice, grande beaucoup moins par ce qu'elle a fait que par ce qu'elle a dit. Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur. Les carnages, les victoires, voilà notre grand amour. Et les multitudes noires ont pour grelot le tambour. Notre bonheur est farouche, c'est de dire allons, mourons, et c'est d'avoir à la bouche la salive des clairons. Aucun peuple ne tolère qu'un autre vive à côté, et l'on souffle la colère de notre affidélité. Nous arpentons les routes, venant par tous les chemins, Les sombres âmes s'allument aux lumières des canons, et cela pour des altères qui, à peine enterrés, se feront des politesses pendant que vous pourrirez et que, dans le champ funeste, les chacals et les oiseaux, hideux, iront voir s'il reste de la chair après vos os. Révélation! Je suis mort le 28 mai 1871 sur une barricade de la rue Ramponneau à Paris. Révélation! Bien que décédé, j'ai été condamné à la peine de mort par contumace en 1873. Qu'est-ce donc nous leur avions fait pour qu'ils nous assassinent une seconde fois? Révélation! Qu'est-ce donc que nous sommes pour qu'ils laissent ainsi derrière eux tous les hommes, sans un cri, sans daigner pleurer, sans un regret? La nuit est une énigme, ayant pour mot l'étoile. Cherchons, le fond du cœur des mourants se dévoile. Songeons puisque sur nous le suaire est jeté, et comprenons. Je dis que la société n'est point à l'aise, ayant sur elle ses fantômes,
que leur rire est terrible entre tous les symptômes, et qu'il faut trembler tant qu'on aura pu guérir cette facilité sinistre de mourir. « 1789, Paris-Bastille, Paris 4 août, Paris, abolition des privilèges, 1789, Paris, Révolution française, 1792, Paris trahison, Paris Varennes, Varennes Paris 1792, Paris Première République 1793, Paris Régicide, Paris Terreur, Paris Guillotine, Paris Robespierre 1804, Paris Impérial, Paris Napoléon Ier 1815, Paris Drapeau Blanc, Paris Restauration, Paris Bourbon 1830, Paris Orléans, Paris Tricolore, Paris de Juillet 1848, Paris Deuxième République 1848, Paris Élection, Paris Louis-Napoléon Bonaparte 1851, Paris coup d'État 1870, Paris guerre, Paris Berlin, Paris 1870, Paris Troisième République 1871, Paris assiégé, Paris capitulé, Paris déshonoré, Paris révolté 1870, Paris éventré, Paris osmanisé, Paris prolétaire 1851, Paris coup d'État, Paris coup d'État. Ah! 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, premier président élu de la République, fait son coup d'État. Après 3 années de mandat, après avoir promis, lui aussi, pendant sa campagne présidentielle, des écoles, des médecins et puis de l'emploi, après avoir juré solennellement « Je jure de protéger la République et de défendre la Constitution. Vive la République et vive la France !» Le traître se démasque et fait, aux grandes dames d'une partie de la population, son coup d'État. Recette pour élaborer un merveilleux coup d'État. Mesdames, Messieurs, afin d'élaborer un merveilleux coup d'État, il vous suffit tout d'abord d'une grosse marmite. Une marmite impériale ou même monarchique. L'impériale est vaste et sans fond et l'on y disparaît tout à fait pour de bon. Mesdames, Messieurs, afin d'élaborer un merveilleux coup d'État fin, subtil, raffiné, qui ne porte pas sur l'estomac, qui vous laisse le cœur léger, il vous suffit de quelques ingrédients. Tout d'abord, supprimer l'armée citoyenne. Allez-y, on y va. On la prend. Tiens, toi, voilà. Tu te lèves, tu la mets dans la marmite, c'est très simple, un enfant de 5 ans peut le faire. Toi aussi, pas de raison. Allez, dépêche-toi. Bravo! Vous venez de supprimer l'armée citoyenne. Engraissez quelques généraux, bien galonnés, bien heureux d'être militaires. Vous les payez, vous les faites grossir, vous les plongez dans le bain de l'Empire. Vous farcissez quelques prélats, quelques bons curés, vous les plongez dans l'eau bénite. Priez pour que ça n'attache pas. Arrosez quelques députés, râpez quelques célébrités, fricassez le tout à l'oseille. Évidemment, sans la finance, vous serez pas cru, hein, ça n'a pas changé, hein. Ah oui. On a oublié quelqu'un? Ben oui, on a oublié le peuple, enfin. Il est où le peuple? Jamais là quand on a besoin de lui, hein. Toujours là quand on veut pas de lui. Ah le voilà!
À lui, vous l'attrapez bien fermement par le colback et vous le plongez dans la marmite. Saisissez, ébouillantez, c'est bien meilleur quand c'est surpris. Vous laissez reposer une nuit sombre et sans lune. Et au petit matin, vous placardez sur tous les murs de toute la ville, sur tous les murs de toutes les villes, le coup d'État. Vous en voulez, hein? Non, vous en voulez? Vous allez en avoir. Ah, ça vous fait marrer, ça vous fait marrer. Pas tous, j'espère. Nous autres, ça nous a pas fait marrer du tout. Au matin du 2 décembre 51. À cette époque, j'étions apprenti imprimeur dans la rue du Bac, puis le soir, j'étions causeur, chanteur dans les cabarets du bas de la butte. Genre de ceux où on disait les vérités avec la poésie de la rue. Enfin bref, au matin du 2 décembre, voilà-t-il pas les moblots qui débarquent avec leurs fusils chasse-peau, brisent les vitres, pénètrent dans l'imprimerie, répandent l'encre partout dans la pièce, mettent le feu au papier, puis ils arrêtent le gros Louis qui était notre patron. Nous autres, on s'est tous retrouvés sur le pavé, sans travail, supprimés les journaux à part 5 ou 6 tenus en laisse, comme le Figaro par exemple. Le livre, le théâtre, les réunions, les associations, châtrés pour se faire une paix. L'Empire avait cloué la soupape. Les hauts bourgeois. Ah oui, les hauts bourgeois, tiens, pouvant tout, par leur influence, leur richesse, protestèrent pas d'un vote, d'un murmure. Laissèrent Napoléon III gaspiller la France, l'inféoder à Rome, l'isoler en Europe, la déshonorer au Mexique, la mener aux Prussiens, enfin. Pauvre France, qui veut te sauver de l'invasion? L'humble, le travailleur, qui depuis tant d'années te dispute à l'Empire. Ce prologue est indispensable aux tragédies qu'on va dire. Ne saura rien qui ne sera pas attentif. Depuis 150 ans, nous arpentons les routes, venant par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, pour conter l'histoire oubliée des mourants formidables. La France impériale déclare la guerre à la Prusse. 2 septembre 1870, l'empereur Napoléon III est fait prisonnier dans la citadelle de Sedan avec 80 000 hommes sans tirer un coup de feu. À Paris, le peuple se lève et marche sur l'Assemblée impériale, forçant les députés républicains à se rendre à l'hôtel de ville. Au matin du 4 septembre, Léon Gambetta, poussé par le peuple au balcon de la maison commune, déclare « Je proclame la 3e République !» Une douzaine d'opposants à l'Empire, vieux briscards de la politique, s'autoproclament alors gouvernement provisoire de la défense nationale, puis jurent de conduire le pays jusqu'à la victoire. 13 jours plus tard, 150 000 Prussiens encerclent Paris. Le siège commence.
Léon Gambetta décide alors de quitter la ville par les airs, puis s'envole à bord d'un ballon afin d'aller en province former une nouvelle armée qui libérera Paris et ainsi sauvera la France de la défaite et de l'humiliation. Sauvera la France de la défaite et de l'humiliation. Mon fion, oui. Nous autres, l'armée de Gambette, n'en avions pas vu la queue d'une. En revanche, qu'on a vu arriver. Et puis en masse, c'était les casques à pointe. Et puis aussi, dans Paris Calais s'enfermer sur lui-même. Un spectacle extraordinaire. 100 000 moutons, 30 000 bœufs, 12 000 cochons, des kilomètres de chariots qui transportaient 200 000 tonnes de farine, 100 000 tonnes de riz, 10 000 tonnes de café et bien d'autres denrées pour nourrir ces 2 millions d'âmes affamées qui s'enfermaient dans la plus grande ville du monde. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait. Parce qu'en vérité, c'était tout pour les spéculateurs qu'il allait revendre au centuple. Pour nous autres, le peuple, la queue, devant les boutiques, les magasins pour un peu de viande, du sucre, une mesure de lait, en guise de pain, un mortier noir, une farine de misère qui vous tord les entrailles. Ah oui, bien sûr, chez les cornettes, vous avez bien de la soupe. Mais les portes des congrégations de mesdames, les religieuses, ne s'ouvrent que selon leur bon plaisir. Dans Paris, la misère est partout. Les petites femmes de Paris, 30, 50 000 blanchisseuses, lavandières, contraintes de pratiquer le 5e quart, de vendre leur corps dans les arrière-boutiques. 5 longs mois qu'il a duré le siège. Chaque jour, on enterrait 2000 des nôtres. Ayant fait main basse sur le tout venant, manger les chiens, les chats jusqu'aux rats. On abat les animaux du zoo, Castor et Pollux, les 2 éléphants du jardin des plantes. Ah oui, bien sûr, au menu pour les riches, bisque, Bismarck, mousse de foie de chat, ciboulette, gigot d'antilope, filet d'éléphant, gâteau breton trochu et fèves de roi. Et pour les pauvres, variole et choléra. Moi-même, j'en ai tout réduit à la plus misérable extrémité, obligé de faire bouillir les semelles de mes godasses pour mettre quelque chose dans le bec. Et le ptio, tel que vous voyez le ptio, obligé de s'engager dans la garde nationale pour 30 sous par jour. Avec 30 sous en janvier 71, vous achetiez une laitue ou une cervelle de chien. Mais faut dire qu'en ce temps-là, la garde nationale, c'est quelque chose. C'est le peuple en armes. 300 000 citoyens chargés de défendre la République contre une double menace. L'invasion prussienne, puis la restauration monarchique. Parce qu'en ce temps-là, les monarchiques, ils sont partout. Jusque dans le gouvernement provisoire de la République, t'as des monarchiques. Et d'ailleurs, chef du gouvernement provisoire de la République, ben c'est un monarchique. Il s'appelait Trochu, puis il avait un plan. Savez-vous le plan de Trochu? Plan. Savez-vous le plan de Trochu? Mon Dieu, quel beau plan. Savez-vous le plan de Trochu? Grâce à lui, rien n'est fichu. Donnez-moi 2 sous de flanc et 4 sous de gruyère et je vous dirai le plan de ce brave militaire. Quand sur ce beau papier blanc, il eut écrit son affaire, il courut porter son plan chez maître du clou notaire. C'est laquelle le plan de Trochu? Plan. C'est laquelle le plan de Trochu? Mon Dieu, quel beau plan. Lorsque Napoléon III, si m'exprimer ainsi, j'ose se rendit, sans qu'on sût pourquoi. Maintenant on sait pour quelle cause a choisi Thiers et Laï, la Malmaison et Nanterre. Si nos braves sont repliés, c'est des ruses de guerre. C'est dans le plan de Trochu, plan. C'est dans le plan de Trochu, mon
mon Dieu, quel beau plan. Devant le boucher, devant le boulanger, on grelotte dans la rue. Ni pain ni viande pour changer, mais quelquefois y a de la morue. Le jour où Paris n'aura plus de quoi nourrir une puce, se disait chacun, on fera semblant de se rendre à la Prusse. Ça doit être dans le plan de Trochu, plan, 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 plan. Ça doit être dans le plan de Trochu, mon Dieu, quel beau plan. Rat, chat, jument, mulet, pain de chien, plein l'ordinaire. Que cette nourriture est pour l'estomac délétère. Tandis que pour tout aliment, le peuple n'a que ses bêtes revêches. Ils ont au gouvernement des pigeons avec des pêches. C'est toujours dans le plan de Trochu, plan, 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 plan. C'est toujours dans le plan de Trochu, mon Dieu, quel beau plan. Mais Jules Favre, responsable du proviseur de la République française, elle a trouvé Bismarck. Et cet homme sensible lui dit « Vaut mieux s'arranger, je trouve trop susceptible. » Puisqu'il n'y a plus d'espoir, prenez, dit-il plein de tristesse, quelques ploucs de notre territoire, quelques pierres de nos forteresses. J'ai assez du plan de Trochu, plan, 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 plan. J'ai assez du plan de Trochu, mon Dieu, quel beau plan. Mais malgré Monsieur Duclou, notaire, le 18 mars, la commune ordonne à tirer du clou. Ce plan qui avait pas fait fortune, or ce plan devait tôt ou tard sauver notre belle France, car ce fut les communards qui le suivirent pour leur défense. Vive le plan de Trochu, plan, 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 plan. Vive le plan de Trochu, mon Dieu, quel beau plan. Vive le plan de Trochu, grâce à lui, rien n'est fichu. Eh ben, vous n'y êtes pas du tout. Je vais vous expliquer en quoi qui consistait le plan de Trochu. Comme ça, si on vous fait le coup, vous pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Consistait dans attraper la garde nationale. Ils attrapaient la garde nationale. Quand ils avaient bien attrapé la garde nationale, ils l'achetaient sur les positions ennemies. Allez, file. Puis quand les positions ennemies étaient prises, ils ordonnaient d'attendre. Dans le froid, la pluie, la boue, le vent, sans eau, sans nourriture, sans munitions, sans rien. Puis comme ça, d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, ils ordonnaient la retraite. Alors nous autres, avions-nous pas avoir fait des hautes études, commencions à comprendre que ces messieurs de la République voulaient pas vraiment la gagner, cette guerre. D'autant qu'à cette époque, se réunissions dans les clubs, les comités de vigilance. Alors qu'en janvier 71, ces soi-disant messieurs de la République, ils interdisent nos réunions. Puis que les femmes, tiens, sont bien les plus braves et continuent de se réunir. Sais-tu bien ce qu'il fait, le gouvernement de la République? Ils envoient la troupe. Puis la troupe, elle tire sur les femmes. Ils voulaient nous faire taire. Mais au lieu de ça, c'est toute la rue qui est devenue une tribune. Les pavés qui se levaient de terre. Et pendant ce temps-là, ah oui, pendant ce temps-là, Monsieur Jules Favre reçoit à Ferrières pour des négociations secrètes Monsieur de Bismarck, le Prussien. Sais-tu bien ce qu'il dit, ces deux-là en secret? Ah, je vais te le dire. Mon cher Favre, comment vont les affaires? Ça ne va pas fort, on dirait. Oh non, monsieur Bismarck, ça va pas fort, vraiment pas fort, monsieur Bismarck. Rassurez-vous, nous aussi nous sommes fatigués de cette guerre. Il va falloir finir. Et puisqu'en ce jour béni de l'histoire allemande, notre Kaiser Guillaume vient d'être couronné empereur d'Allemagne. Dans votre jolie petite galerie des glaces de Versailles, j'ai ce que je voulais, l'unité allemande. Je vais pouvoir partir et je ne vous remercierai jamais assez, mon cher Jules. Permettez que je vous appelle Jules. Ah oui, monsieur Bismarck, c'est très gentil, monsieur Bismarck, évidemment, monsieur Bismarck, allez-y, monsieur Bismarck. Nous ne vous demandons que quelques petites compensations afin de rembourser les frais engagés, vous comprenez? Ah oui, monsieur Bismarck, nous comprenons, monsieur Bismarck, c'est bien normal, monsieur Bismarck. En passant sur la route de Paris, j'ai remarqué un joli petit territoire. Comment vous appelez ça déjà? Ah
oui, l'Alsace et aussi la Lorraine qui n'est pas mal du tout. Nous en prendrons quelques petits bouts. Quant aux indemnités financières, soyez rassurés. Vous n'aurez qu'à demander à cette chose qui paye des impôts. Comment vous appelez ça déjà, hein? Ah oui, les peuples. Vous n'aurez qu'à demander au peuple. Nous ne voulons que 5 milliards. Or, bien entendu. Ah oui, monsieur Bismarck, 5 milliards. Monsieur Bismarck, c'est pas beaucoup, monsieur Bismarck, c'est beaucoup, monsieur Bismarck. Et il faudra aussi me réunir une belle assemblée officielle. Je ne signerai pas avec votre petit gouvernement provisoire. Je sais trop ce que vaut la parole d'un Français. Ah oui, monsieur Bismarck, moi aussi, je sais trop ce que vous la parole français. Vraiment, vous avez raison, monsieur Bismarck. Et pour vous montrer notre gratitude, nous allons vous laisser quelques soldaten afin que vous teniez bien en laisse les camarades de Paris. Il ne faudrait pas qu'ils viennent s'inviter à notre petite fête. Ça gâcherait tout. Ah oui, monsieur Bismarck. Vous voulez qu'on vous en débarrasse, monsieur Bismarck? Eh ben, on va vous en débarrasser. Voilà. Comment ces pingouins qui dirigent nos pays respectifs font la paix sur notre dos. Faut bien que tu comprennes, Castor, nous autres dans Paris, après 5 mois de siège, préférions crever dans la ville plutôt que de se rendre. Alors qu'on a vu sortir de leurs élections à la mode prussienne une assemblée monarchiste. On s'est dit qu'en plus de vouloir nous imposer la défaite, ils allaient nous voler la République. Faut bien que tu comprennes que pour nous, la République, en ce temps-là, ça veut dire quelque chose. 18 ans qu'on l'attend, qu'on l'espère. 2 fois qu'on se les fait voler. Quand j'étais en minot avec mes frangins de misère, vivions dans le gros éléphant de la place de la Bastille. Sais-tu bien comment qu'ils nous appelaient? Les monarchistes? La canaille qui nous appelait. Les uns après les autres. Mes frangins, je les ai vus crever sur les barricades pour la République. En 48, en 51, en 60, en 69. Alors quand, dans leur assemblée de Bordeaux, là, de monarchistes, ils prennent des décisions hallucinantes qui veulent mettre le feu aux poudres, comme au matin du 18 mars, alors que je roupille comme le tout Paris, les troupes du gouvernement de Thiers s'éparpillent à la Bastille, au but de Chaumont, à la butte aux Cailles, au Gros Caillou, place Saint-Michel, place des Vosges, Faubourg Saint-Antoine, Faubourg du Temple, à la Courtille, à Belleville. Sur Montmartre, Thiers envoie 2 brigades, 6000 hommes. Le quartier d'Or, la première brigade occupe 100 coups tirés. Le moulin de la Galette, là où il y a le bal. La seconde, gagne la tour Solferino, là où il y a le Sacré-Cœur aujourd'hui. Elle rencontre qu'un factionnaire. Turpin, le Ptio, croise la baïonnette, les gendarmes l'abattent et le laissent sanguinolent sur le pavé. Moi-même, j'accompagnons la Louise Michel faire une communication au poste du 61e bataillon de Montmartre. Voyant le Ptio gisant dans son sang, j'y porte les premiers secours. Vers 6h, arrive Clémenceau, alors maire de Montmartre. Il demande au général que le Ptio se transfère immédiatement à la Réboisière. Le général refuse, prétextant que la vue d'un blessé par le peuple peut produire une mauvaise réaction. Vont le laisser crever là, sur le pavé, dans mes bras. Partout, canons des Parisiens sont pareillement surpris. Manque à ce gouvernement que du temps puis des chevaux pour déménager leur victoire. Mais pendant ce temps-là, les faubourgs s'éveillent. Et s'éveillant, apercevions tous une affiche encore humide signée de Thiers et de ses ministres. Parle de commerce arrêté, de capitaux effarouchés. Déclare, habitants de Paris, dans votre intérêt, le gouvernement est résolu d'agir, que les bons citoyens se séparent des mauvais. Les coupables seront livrés à la justice. Il faut à tout prix que l'ordre renaisse, entier, immédiat, inaltérable. On parle d'ordre, ça signifie une chose, c'est que le sang va couler. Les femmes partent les premières, comme dans les journées de révolution, bientôt suivies par tous ceux qui arrivent sur la butte. On entoure les soldats, on interpelle les chefs de pièce, on leur dit que c'est indigne ce qu'ils font là,
que ces canons sont ceux des Parisiens, les ont payés avec leurs sous, les ont fondus avec leur bronze. On leur donne à manger, à boire, le tocsin sonne, le tambour bat, les baïonnettes des gardes nationaux brillent. Le général, pris de panique, ordonne plusieurs fois le feu sur la foule. On se jette au-devant des troupes. Tirez pas, les gars! Tirez pas! Vous êtes nos frères! Les soldats reposent l'arme au pied, mettent la crosse en l'air. Le général menace, on l'arrête. La foule et la troupe se mêlent et Louise Michel de nous dire « La révolution est faite !» À ce moment, on ignore que Monsieur Thiers et son gouvernement, réfugiés aux affaires étrangères, apprend la débandade. Abandonné par les bataillons bourgeois, il parle déjà d'évacuer Paris, d'aller refaire une armée à Versailles, comme si tout ça n'était pas prémédité. Quand vers 3 heures, 3 bataillons populaires du Gros Caillou défilent devant l'hôtel, tous, ministres, généraux, pensent qu'ils sont flambés, qu'ils vont être enlevés. Les gardes nationaux n'avaient qu'à pénétrer l'hôtel pour les prendre tous jusqu'au dernier. Thiers, hors de sens, se sauve par un escalier dérobé et fuyant à Versailles, donne l'ordre d'évacuer la ville, les forts et le mont Valérien qui surplombe la cité. Peu à peu, sont nos quartiers révolutionnaires qui prennent l'offensive. Parce que disions que puisqu'ils voulaient pas la défendre, notre République, cette fois, allions la défendre nous-mêmes. Et pendant que ces messieurs, ils décident de décapitaliser Paris, puis de se parer à Versailles, la ville des rois, pendant qu'ils persistent à vouloir nous imposer ce monde du passé pour lequel nos pères puis nos grands-pères ils se sont fait tuer, on se dit que tiens, cette fois, c'est bien notre tour d'aller prendre l'hôtel de ville. Le peuple sent qu'il est trahi, c'est trop aboyé à la lune. L'hôtel de ville est envahi. Paris, Paris, proclame ta commune. À ton prix, à Sainte-Périne, tous ces dictateurs impotents, leur ton dolent, leur voix chagrine déconcerte les combattants. On les voit quand la France expire, rebouclée avec onction, la muselière de l'Empire à notre révolution. Sont-ils idiots, sont-ils complices? Leur comité peuplé d'anons, vrai quand on parle d'armistice et font à regret les canons. Morigénant la populace, qui craignent plus que l'étranger, ils laissent dans une main mollasse 93 se figer. Le peuple sent qu'il est trahi, c'est trop aboyé à la lune. L'hôtel de ville est envahi. Paris, Paris, proclame ta commune. L'accapareur âpre vermine fait le vide dans les marchés, et souliers percés la famine fait qu'aux portes des bouchers. Révoltez-vous, sombre famille, vous meurent de faim toujours déçus. Éclatez comme des torpilles puisqu'on veut vous marcher dessus. Chez les chamarrés, rien ne bouge. Va nu pied, marchons de l'avant. Nommons une commune rouge, rouge comme un soleil levant. Quittant la tactique enclouée de nos généraux de carton, nous irons faire une trouée guidée par l'ombre de Danton. Le peuple sent qu'il est trahi, c'est trop aboyé à la lune. L'hôtel de ville est envahi. Paris, Paris, proclame ta commune.
de ce soir, ivresse folle, Fabre et Trochu sont conspués. Paris danse la carmagnole autour des murs évacués. Et l'on verra la plèbe saine traquant le franc fileur bourgeois, brancher la race des Bazaines à tous les vieux jeunes gaulois. Le peuple sent qu'il est trahi, c'est trop aboyé à la lune. L'hôtel de ville est envahi. Paris, Paris, proclame ta commune. L'intérieur, la guerre, les télégraphes, la préfecture, l'Élysée, Beauvau, Matignon sont envahis par nos gardes nationaux. Depuis le matin du 10 août 1792, Paris n'a pas vu un tel avènement d'obscur. La nuit du 18 mars allait être calme, mais d'un calme mortel pour la liberté par les portes du Sud. Les généraux emmènent à Versailles artillerie, régiments et bagages. Faut dire que Paris ne connaît sa victoire que le 19 mars au matin. De même que le 4 septembre, l'Empire s'était évanoui. Au matin du 19 mars, l'armée, le gouvernement, l'administration se sont évaporés. Fait unique dans toute notre histoire. Des profondeurs du faubourg Saint-Antoine, de l'obscure rue Bafroid, notre comité central, nos 300 000 citoyens sont projetés en tête de Paris, au grand soleil du monde. L'honneur, le salut de notre comité fut d'avoir une pensée: rendre le pouvoir à Paris. Que peut, que doit faire le comité central? Il a devant lui deux voies: se cantonner sur le terrain communal, autonome, social, ou bien marcher sur Versailles, puis tenter la révolution générale. Dans le jeu de Monsieur Thiers, il n'y a qu'un atout, mais un atout terrible: les Prussiens. Avec eux, il n'a rien à craindre. Notre comité central fait donc ce qu'il peut et ce qu'il doit faire, restant résolument fidèle à son programme communal, exige des élections immédiates, convoque les électeurs à la nomination de la commune. Son adresse d'adieu est digne de son avènement. Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Défiez-vous aussi des parleurs. Leur véritable mérite est modeste. C'est aux travailleurs à connaître leurs hommes, et non à ceux-ci de se présenter. Ces sans-voix, ces inconnus de l'histoire, avaient su résister aux impatients, nourrir Paris, rétablir les services publics, profiter des fautes de Versailles et des maires, côtoyant à chaque seconde la guerre civile. Ils avaient su limiter leurs revendications à leur programme communal et amener en 8 jours la population aux urnes. Les journaux monarchistes débitent des tirades de longue haleine sur la population, la vile multitude, la crapule, la canaille. Pauvres gens, ignorants et ingrats, cette canaille que vous conspuez, pour lequel vous n'avez pas assez d'insultes, cette canaille que vous voudriez voir balayée par le canon, savez-vous ce qu'elle est? Ce que vous lui devez? Savez-vous, paysans, bourgeois, égoïstes et lâches, ce qu'il y a de dévouement, de courage et de misère dans le cœur de cette canaille? C'est elle qui vous a fait ce que vous êtes. C'est elle qui vous a vengé d'une oppression de 10 siècles. Vous tous, autant que vous êtes,
qui vous a fait homme libre et citoyen. C'est la canaille de 1789, la canaille de 1830, la canaille de 1848. Cette canaille, si vous l'aviez écoutée et suivie le 2 décembre, aurait déjoué avec vous les projets du parjure Bonaparte. Elle aurait renversé le Second Empire et prévenu la ruine et la honte de la patrie. Elle aurait peut-être sauvé la France le 31 octobre, si vous l'aviez un peu mieux connue et si vous aviez eu plus de confiance en elle. Vous ne vous souvenez même pas que vos pères faisaient partie de cette canaille. Et vous ne songez pas non plus que vous en feriez partie vous-même, mais sans gloire, si vos pères avaient été aussi égoïstes et aussi lâches que vous. Dimanche 26 mars, Paris élit sa commune. 227 000 électeurs se rendent aux urnes. Femmes, enfants, vieillards les accompagnent. Que veulent-ils ces 500 000 êtres? La fraternité, parce que c'est le point de départ de la liberté et de l'égalité. Un océan humain sous les armes, les baïonnettes pressées comme les épis d'un champ, les cuivres déchirant l'air, les tambours battant sourdement, et parmi eux, l'inimitable frappement des 2 grands tambours de Montmartre. Salut la Révolution! Le 28 mars, à 16h, place de l'Hôtel de Ville, la commune est proclamée. Paix et travail, c'est là que réside notre avenir. Paix et travail. La République fera de la France l'ami du faible, le protecteur du travailleur, l'espoir des opprimés du monde entier et la base de la République universelle. La commune que nous formons ici sera le modèle de toutes les communes. Le gouvernement et le pays seront heureux et fiers d'applaudir cette révolution, la plus fertile de notre histoire. Vive la République et vive la commune! Journal officiel de la commune. Aujourd'hui, il nous a été donné d'assister au spectacle populaire le plus grandiose qui ait jamais frappé nos yeux. Paris saluait, acclamait sa révolution. Paris ouvrait à une page blanche le livre de l'histoire et y inscrivait son nom puissant. 200 000 hommes libres sont venus affirmer leur liberté et proclamer au bruit du canon l'institution nouvelle. On a voulu faire des femmes une caste. Et sous la force qui les écrase à travers les événements, la sélection s'est faite. On ne nous a pas consultés pour cela. Et nous n'avons à consulter personne. Le monde nouveau nous réunira à l'humanité libre dans laquelle chaque être aura sa place. Que les espions de Versailles qui rôdent autour de nos murs aillent dire à leur maître quelles sont les vibrations qui sortent de la poitrine d'une population tout entière. Comme elles emplissent la cité, franchissent les murailles, que ces espions glissés dans nos rangs leur rapportent l'image de ce spectacle grandiose d'un peuple représentant sa souveraineté. Vous venez de vous donner des institutions qui défient toutes les tentatives. Vous êtes maître de vos destinées. Forte de votre appui, la représentation que vous venez d'établir va réparer les désastres causés par le pouvoir déchu. Dès aujourd'hui, la décision attendue sur les loyers. Demain, celle des échéances. Tous les services publics rétablis et simplifiés. Et la garde nationale, désormais seule force armée de la cité, réorganisée sans délai. Tels seront nos premiers actes. Françaises, Français, la France, résolue et indignée, se serre autour du gouvernement de l'Assemblée nationale pour réprimer l'anarchie qui essaye de dominer Paris. Un accord, auquel le gouvernement est resté étranger, s'est établi entre la prétendue commune et les maires pour en appeler aux élections. Elles se feront sans liberté et dès lors sans autorité morale. Que le pays ne s'en préoccupe point et ait confiance. L'ordre sera rétabli à Paris comme ailleurs. Citoyens, la commune de Paris, considérant que le premier principe de la République est la liberté, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, considérant que le budget des cultes est contraire à ce principe, puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi, décrète
Article 1er. L'Église est séparée de l'État. Article 2. Le budget des cultes est supprimé. Dès aujourd'hui, les écoles publiques seront exclusivement dirigées par des instituteurs et des institutrices laïques. Et nous veillerons scrupuleusement à ce que tout enseignement religieux en soit définitivement banni. Apprendre à l'enfant à respecter ses semblables, lui inspirer l'amour de la justice, lui enseigner aussi qu'il doit s'instruire en vue de l'intérêt de tous. Tels sont les principes de morale sur lesquels reposera désormais l'éducation communale. Citoyens, la Commune de Paris décrète la fin du travail des enfants, l'abolition de l'armée permanente, la destruction de l'échafaud, que les représentants élus seront gratifiés du même salaire que celui d'un travailleur, afin qu'ils puissent vivre la vie de ceux qu'ils servent. Considérant que le drapeau de la commune est celui de la République universelle, considérant que chaque cité a le droit d'offrir le titre de citoyen aux étrangers qui la servent, la commune est d'avis que tous les étrangers peuvent être admis. Vive la République et vive la commune! Le gouvernement, issu d'une assemblée nommée par le suffrage universel, a plusieurs fois déclaré qu'il voulait fonder la République. Ceux qui veulent la renverser sont des hommes de désordre, des assassins qui ne craignent pas de semer l'épouvante et la mort dans une cité qui ne peut se sauver que par le calme et le respect des lois. Ces hommes ne peuvent être que des stipendiés de l'ennemi ou du despotisme. Leurs crimes, nous l'espérons, soulèveront la juste indignation de la population de Paris qui sera debout pour leur infliger le châtiment qu'ils méritent. Quand les généraux, attentifs cette fois, jugèrent qu'il ne manquait ni un bouton de guêtre, ni l'affilement d'un sabre, Versailles attaqua. Le 2 avril, à 6h du matin, Paris fut éveillé par le canon. Appel aux citoyennes de Paris. Paris est bloqué. Paris est bombardé. Citoyennes, entendez-vous le canon qui gronde et le tocsin qui sonne l'appel sacré? Aux armes! La patrie est en danger. Pas de devoir sans droit, mais pas de droit sans devoir. Plus d'exploiteurs, plus de maîtres. Le travail et le bien-être pour tous. Le gouvernement du peuple par lui-même. La commune. Vivre libre en travaillant ou mourir en combattant. Citoyennes, l'heure décisive est arrivée. Il faut que s'en soit fait du vieux monde. Préparons-nous à défendre et à venger nos frères. Aux portes de Paris, sur les barricades, dans les faubourgs, n'importe. Et si les armes et les baïonnettes sont utilisées par nos frères, il nous restera encore les pavés pour écraser les traîtres. Citoyennes, le gant est jeté. Il faut vaincre et mourir. Que les mères et les femmes qui se disent que m'importe le triomphe de notre cause si je dois perdre ceux que j'aime, se persuadent enfin que le seul moyen de sauver ceux qui leur sont chers, c'est de prendre part active à la lutte engagée.
Comme on avait voulu légaliser par le suffrage universel la nomination des membres de la commune, on voulut attendre l'attaque de Versailles sous prétexte de ne pas provoquer la guerre civile sous les yeux de l'ennemi, comme si le seul ennemi des peuples n'était pas leur tyran. Après la guerre étrangère, la guerre civile se propagea comme un feu de paille. La commune de Marseille fut définitivement égorgée par le général Espivent. Malgré les terribles répressions, Saint-Étienne se leva. Narbonne voulant pas se rendre, on fit venir des troupes puis des canons. À Lyon, la place de la Guillotière était pleine de foule. Un appel affiché dans toute la ville conviait les populations à pas être assez lâches pour laisser assassiner Paris et la République. Des lettres de réprobation furent envoyées à Versailles par les villes de province. On sait les noms de Grenoble, Nyons, Mâcon, Valence, Troyes, Limoges, Pamiers, Béziers, Limoux, Nîmes, Draguignan, Charolles, Agen, Vienne, Beaune, Roanne, Lodève, Tarare, Châlons. On comptait par milliers les lettres indignées à la ville maudite. Insensiblement venait la débâcle. Et qu'avait donc servi l'enthousiasme universel ? Le 21 mai 1871, par la porte du Point du Jour, l'armée de Versailles rentre dans Paris. La répression est à l'œuvre. Les soldats de tiers fusillent derrière les talus, devant les arbres, contre les murs des maisons. Les prisonniers qui ne sont pas fusillés sur le champ sont conduits à l'orangerie de Versailles, où sont enfermés dans des cages. Des créatures hideuses de férocité, vêtues avec luxe et venant on ne sait d'où, qui insultaient les prisonniers, puis du bout de leur ombrelle fouillaient les yeux des morts, apparurent dès les premières rencontres à la suite de l'armée de Versailles, avides de sang comme des goules. Ils étaient en proie à des rages de mort. Les autres prisonniers sont parqués dans les gares de l'Est, du Nord, à la caserne Lobau, au Châtelet, dans les mairies, où des installations ont été prévues pour des massacres collectifs. Après une parodie de procès, on tue à la chaîne des milliers d'hommes, de femmes, souvent accompagnés d'enfants. On abat sans distinction pauvres, bourgeois ou travailleurs, pour peu qu'ils soient soupçonnés d'avoir participé à la commune. Thiers espère que cette répression méthodique, effroyable, qu'il a délibérément orchestrée, servira d'exemple pour les générations futures, leur donnera durablement, croit-il, une saine frayeur de la répression gouvernementale. Les morts du côté de Versailles ne furent qu'une poignée. Du côté de la commune furent sans nom, puis sans nombre. On ne pouvait évaluer les monceaux de cadavres. Les listes officielles en avouèrent 30 000. Mais 100 000 et plus seraient moins loin de la vérité. Seul le vol des mouches emplissant les charniers épouvantèrent les égorgeurs. Messieurs les conservateurs, vous le grand parti de l'ordre, procédons plus de lenteur. L'hydre peut encore nous mordre. On a pris Paris 8 jours durant. Par la mitrailleuse on sut faire grand. Taper dans le tas, c'était à se tordre. Mais fallait finir comme on commença. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Dans les premiers jours d'exploit, on n'a pas manqué de touche. Quand on relit le Gaulois, l'eau vous en vient à la bouche. Parlez-moi des gens comme Califet. Avec la canaille, il va droit au fait. Mais l'esprit public d'un rien, c'est farouche. Bref, dans les pontons, on les entassa. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça.
Dès qu'on juge, c'est caché, on tombe dans le vulgaire. Ils sont en papier mâché, vos fameux conseils de guerre. Pourquoi les caveaux, les bois de mer? Vous embarquez-vous dans les silés, mais la peine de mort encore se décaire. Mais pas de Cayenne ou de Lambessa. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Quel lâche que ces meneurs, ils ont gagné la frontière. C'étaient tous des souteneurs et des rôdeurs de barrières. Des joueurs de vielle et des vidangeurs. Que d'argent trouvé sur ces égorgeurs. Les 120 millions qu'emportait Miller. Enfin de l'écluse était un forçat. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Quoi, Rochefort qui traita dans ses immondes sornettes un illustre homme d'état de vieux serpent à lunettes. L'homme à la lanterne, un esprit cassant, marqué journaliste et buveur de sang. Quoi, vous le tenez dans vos mains honnêtes, ce petit monsieur qui nous agaça. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Les petits sont pétroleurs dans le ventre de leur mère. Pour supprimer ces voleurs, nul moyen n'est trop sommaire. Exemple, à Montmartre, un mâle étant mort, la femelle en pleurs, s'élance et nous mord. Bien qu'elle fût pleine, on prit la commère à faire un coup double, elle nous força. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Fusillez-moi ça, fusillez-moi ça. Pour l'amour de Dieu, fusillez-moi ça. Raconter cette histoire, c'est revivre les jours terribles où la liberté, nous frôlant de son aile, s'envola de l'abattoir. C'est rouvrir la fosse sanglante où sous le dôme de l'incendie s'endormit la commune, belle pour ses noces avec la mort, les noces rouges du martyr. Et moi, nous, comme on ôte une pierre des rails, aurions pris la vie de ce nain qui devait faire tant de victimes. Des flots de sang n'eussent pas coulé, des tas de morts n'eussent point empli Paris, puis changé la ville en charnier. Et au lieu de ça, comme tant d'autres, nous n'avons rien fait. Sommes-nous maudits pour cela? Depuis 150 ans, nous arpentons les routes, venant par tous les chemins, spectres vengeurs sortant de l'ombre, pour conter l'histoire oubliée des mourants formidables. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras qui se croyaient la plus forte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Ces 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maxime Ducamp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. C'est la chaîne de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Vallès, ils en étaient tout bêtes. C'était qu'on était un fiertard à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la
terminer comment?